On va débuter pile à l'heure, ce qui est absolument invraisemblable, cette belle table ronde dont vous aurez remarqué qu'elle comporte une place vide, puisque Catherine Vautrin, la ministre du Travail, de la Santé, de la Famille et des Solidarités, hélas, s'est fait excuser. Elle ne sera pas présente. Peut-être que Jean-Marc Borrello, dans un instant, nous dira ce qu'elle aurait dit si elle avait été là, en quelques mots, parce que la parole gouvernementale va manquer, mais votre parole ne va pas manquer. Et là, pour le coup, on a la chance d'avoir un plateau formidable sur cette question sociétale importante, les EHPAD, les hôpitaux, les crèches, lucratifs ou non lucratifs. Alors, Jean-Marc Borrello va être très indiscipliné pendant cette table ronde, il va parler. Voilà, mais ça, c'est la puissance invitante, donc voilà. Je ne vous le présente pas, fondateur, président du directoire du groupe SOS, acteur majeur de l'économie sociale et solidaire, etc. Et je vous laisserai vous exprimer dans un instant. Merci Victor Castanet d'être avec nous, parce que pour le coup, vous allez poser un regard sur à la fois les EHPAD, bien sûr, puisque votre livre, Les Fossoyeurs, a créé un débat de société majeur, important. Il s'est vendu à 200 000 exemplaires, un peu plus même. Je n'ai pas les derniers chiffres à jour, donc un peu plus de 200 000 exemplaires. Et puis au-delà de ça, il a changé il a bougé les lignes, hein, comme on dit en politique. Et là, en 2024, il y a un peu plus de 6 mois, vous avez sorti Les Ogres, cette fois-ci, sur les crèches privées. Donc ce sera intéressant d'avoir ce regard croisé. Merci d'être là aussi, Luc Broussy. Vous êtes président de France Silver Eco, directeur général de Planète Grise, mais évidemment, tout le monde se souvient de vos rapports sur l'adaptation, tout le monde, en tout cas dans ce milieu, de l'adaptation de la société française au vieillissement de sa population. Ce sera aussi une des thématiques majeures. Et puis Éric Chenu, merci d'être là. Vous êtes le président de la Fédération nationale de la mutualité française. On va tout de suite débuter ce débat sans parole de Catherine Vautrin, mais Jean-Marc Borrello, vous aurez le talent de nous résumer la position actuelle et peut-être les enjeux actuels autour de cette question du public, du privé non lucratif, du privé lucratif. Je vous laisse ouvrir le débat. Bonne chance. Hein. Ben oui, non. Faisons l'état de l'art. Tâchons de poser les choses. Bon, on peut être bref si vous voulez. Hein. Bien sûr. Le non lucratif, c'est notoirement mieux. Ça, on imaginait que vous diriez ça, effectivement. Bon. Et en plus, je suis d'accord avec mon voisin de droite. Bon, c'est Broussy qui représentera le lucratif. On vient de lui dire à l'entrée, comme il en fallait un. Il peut faire le gouvernement aussi, d'ailleurs. Comme ça, vous pouvez concentrer vos tirs, surtout toi. Tu peux concentrer les tirs sur l'extrême droite, là. Enfin, du point de vue de la tribune, hein, j'entends qu'il n'y a pas d'ambiguïté. De votre point de vue, il est quasiment à l'extrême gauche. D'ailleurs, il hésite toujours. Donc, voilà, que vous dire? Non, alors, rien. Pour le prendre autrement, pour ceux qui n'ont pas suivi les dernières évolutions, où est-ce qu'on en est de ce débat sur le lucratif, sur le non lucratif? Quelles sont les grandes évolutions, quelles sont les grandes tendances? Peut-être que Victor Castanet, dans sa casquette d'observateur et de journaliste, pourra aussi nous le dire. Quelle est l'évolution? Encore une fois, pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe dans ces différents secteurs. Alors, vous parlez d'évolution, c'est difficile. Il y a eu un débat, moi, que j'ai vu, effectivement, qui s'est lancé, ça fait déjà un certain nombre d'années, mais notamment depuis la publication des Fossoyeurs, avec, au sein de la Macronie, certains qui se sont positionnés pour la fin du lucratif dans les EHPAD, notamment Richard Ferrand, je crois me souvenir, ce qui avait surpris plus d'un. Moi, je dois dire qu'en tant que journaliste et journaliste d'investigation, j'essaye, autant que faire se peut, d'être le plus neutre possible dans ce débat, même si, évidemment, mes enquêtes permettent d'avoir des éléments de réflexion. Elles ne visent pas à dire qu'il faut supprimer le lucratif au sein de ces secteurs. C'est le boulot, ensuite, des décideurs politiques, c'est le boulot des syndicats, c'est le boulot des intellectuels, d'avoir une réflexion et de voir
si effectivement le lucratif est plus de bien que de mal dans ce secteur. Moi, ce que j'ai pu raconter dans les fossoyeurs et ce que j'ai pu voir aussi dans le secteur des crèches avec les ogres, c'est qu'effectivement, dans un certain nombre de groupes, depuis des décennies, il y a des politiques d'optimisation des coûts extrêmement violentes qui se sont développées. Et en gros, plus les groupes grossissaient, plus les techniques d'optimisation des coûts s'affinaient, avec, on l'a vu chez Orpea, je l'ai décrypté, des logiciels très sophistiqués, notamment pour optimiser la masse salariale, et d'ailleurs qui allaient si loin, parce que c'est l'histoire de ces groupes privés, d'un certain nombre de ces groupes privés, dans les EHPAD, dans les crèches et dans d'autres secteurs que peut-être j'investiguerai demain, c'est que, ils vont aller chercher l'économie partout et en tout premier lieu sur la masse salariale, et ça allait si loin chez Orpea, mais c'est vrai dans d'autres groupes, que ça devenait du détournement d'argent public. C'était quand même ça l'histoire d'Orpea, c'est un groupe qui s'est dit, tiens, c'était devenu un labo de comment on détourne de l'argent public. Et ça se passait sur la masse salariale avec des postes qui étaient budgétés, financés par les ARS et les conseils départementaux. Et en fait, on ne mettait pas les aides-soignants et on mettait l'argent dans la poche. Donc, moi, je ne dis pas il faut la fin du privé lucratif. Je dis qu'il y a des groupes qui ont dérivé pendant 20 ans et que le gouvernement et que les politiques ont laissé dériver et que c'était une catastrophe pour tout un secteur. Parce que Orpea, il a dégradé durablement l'image de ce secteur. Il a évidemment entraîné une baisse de l'attractivité de ces métiers. Il y a je ne sais pas combien de milliers de personnes dans le secteur des EHPAD qui sont parties dégoûtées par un certain nombre de pratiques. Donc, évidemment, il faut aller explorer ça pour mettre un terme à certaines pratiques et ce qui fera du bien à tout le monde, public, privé et associatif. Et je dirais, mais je pense que tout le monde sera d'accord, et notamment Luc Broussy, que moi j'ai beaucoup, dans la foulée des fossoyeurs, évidemment, mis en avant les failles et j'ai envie de dire les fraudes de groupes comme Orpea. Puis donc j'ai parlé beaucoup, j'ai mis beaucoup en cause le privé. Je me rends compte après 3 ans que mon boulot de journaliste, c'est maintenant aussi de montrer à quel point la balle, elle est du côté du politique et qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de groupes qui ont eu des avancées. Et vous savez quoi, ils ne l'ont pas fait de gaieté de cœur ou par humanité, ils l'ont fait parce que sinon, ils crevaient. Orpea et d'autres, c'était la banqueroute s'ils ne se remettaient pas en cause. Bon, ils l'ont fait en tout cas en partie. Et maintenant, le vrai sujet, c'est comment le politique s'investit et investit réellement sur la question du grand âge, comme sur la question des crèches et comme sur tout un tas de sujets. Mais on va parler, et c'est sûr pendant cette heure, parce qu'on en parle indéfiniment, de cette loi grand âge que le gouvernement promet 40 fois avant de renoncer. Et évidemment que c'est un secteur en crise depuis longtemps et que la crise ne fait que s'accentuer et que si le politique ne répond pas à cette crise, eh ben, non seulement il y a des groupes qui vont s'effondrer, ces métiers vont continuer à être de moins en moins attractifs, ça va ne faire que s'empirer. Et donc il va falloir un moment que le gouvernement, effectivement, pousse une réflexion sociétale sur comment on change les piliers de ce secteur et comment on le refinance. Alors, posons la question peut-être à Luc Broussy, parce que vous avez eu un rôle politique important et vos rapports ont notamment inspiré la loi de 2015 sur le vieillissement de la population. Comment vous voyez le rôle aujourd'hui de la sphère politique? Victor Castanet parle de cette loi grand âge qui est repoussée au calende grec pour compléter cet état des lieux liminaire. Écoutez, bon, d'abord, je rebondis sur, non pas sur Jean-Marc Borrello, mais sur ce qu'il a dit. J'ai vu cette table ronde, je me suis dit, c'est comme le dîner de cons, vous savez, à un moment donné, il y en a un qui doit jouer le mauvais rôle. Ce sera moi, je vous rassure. Je me dis, entre lucratif et non lucratif, quand il y a un mutualiste, le pape de l'économie sociale et solidaire, et puis le journaliste qui a enquêté plus particulièrement sur les groupes privés commerciaux, qui va donc défendre le secteur privé commercial. Bon, donc moi je ne suis pas le représentant du secteur commercial, mais disons peut-être que je vais avoir une vision un peu moins tranchée. Pardon, tu l'as été pendant longtemps. Oui. J'allais justement le préciser. J'ai été le fondateur quasiment de ce qui est aujourd'hui le SYNERPA, le syndicat des maisons de retraite privées, jusqu'en 2005.
Et aujourd'hui, je dirige notamment un think tank qui a autant de groupes d'opérateurs à but non lucratif que d'opérateurs commerciaux. Et puis enfin, je préside une filière, la filière Silver Economy, où par essence, il y a évidemment des entreprises qui sont membres de cette filière. Donc je connais un tout petit peu effectivement la question de la place du secteur commercial dans cet écosystème. Mais le thème aujourd'hui, c'est EHPAD, hôpitaux, crèches, lucratifs, non lucratifs. C'est pas bon ou pas bon. C'est pas efficace ou mauvais. Ça aurait pu être aussi un angle. Non, c'est lucratif, non lucratif. Alors, soit on le prend de manière un peu pusillanime sous sa seule forme juridique, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est une association, une mutuelle, un service public? Bon, on voit bien derrière ça que c'est pas ça la question. La question, elle est politique, elle est presque de temps en temps morale, puisqu'au fond, derrière cette question assez simple, lucratif ou non lucratif, il y en a une autre sous-jacente. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'il est moral de faire commerce, d'avoir des bénéfices, de distribuer parfois même ces bénéfices à des actionnaires pour faire métier de s'occuper de personnes fragiles, personnes âgées, personnes handicapées, malades. C'est ça la vraie question au fond. Hein. Et c'est pour ça que très rapidement, quand on pose la question de cette façon-là, peu nombreux sont les gens qui disent oui, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. On a plutôt tendance dans notre société à dire bah non, c'est pas normal de faire de l'argent pour s'occuper de personnes fragiles. Posée comme ça, et c'est un peu comme ça quand même qu'elle est posée aujourd'hui dans la société, la réponse est quasiment mécanique. Bah non, c'est pas bien. Bon. Très bien. Et une fois qu'on a dit ça, on part aussi du présupposé qu'il y a un lien entre la nature juridique donc de l'opérateur et le niveau de qualité. Là aussi, c'est sous-jacent. On ne le dit pas très franchement, mais quand même, c'est toujours un peu dit. Puisque l'opérateur cherche à faire des profits, eh bien, il faut bien rogner sur quelque chose. Et donc, pour faire le plus de profits possible, il faut rogner le plus possible sur la masse salariale, la qualité, les biscottes, les croûtons de pain, etc. Et donc, on en arriverait presque à la logique de dire que, par définition, tous les opérateurs qui sont à caractère commercial sont évidemment les plus mauvais, puisque leur mission, c'est de baisser le plus possible les coûts. Alors, je n'ai pas envie de mettre Jean-Marc Borello dans l'embarras, mais je suis absolument convaincu qu'à la tête de son entreprise, fût-elle ESS, il a la même obsession. Pas de baisser les coûts, mais d'optimiser les coûts. Parce qu'à un moment donné, un déficit, c'est un déficit, qu'il soit dans le secteur public, soit dans le secteur commercial ou dans le secteur associatif. À un moment donné, on appellera ça bénéfice, on appellera ça excédent, on appellera ça comme on veut. Il y a un moment donné où tous les opérateurs ont plutôt tendance à vouloir qu'à la fin de l'année, il y ait un plus devant un chiffre qu'un moins. Et Borello vous dira, oui, d'accord, mais d'un côté, ça va être réinvesti. Comme il a été court, je fais son discours à sa place. Mais s'il y a un plus, ensuite, bien sûr. S'il y a un plus, d'un côté, ça va dans l'excellence, de l'autre côté, ça va être vers des actionnaires qui... Donc, vous voyez, deux, trois remarques rapides, parce qu'on aura d'autres occasions de reprendre la parole. Un, je ne crois pas qu'il y ait de lien entre le niveau de qualité et le statut juridique. Tous les témoignages, vous les connaissez, vous, les uns comme les autres. On a des établissements absolument horribles dans le secteur public, on a d'excellents établissements dans le secteur commercial, et l'inverse est vrai aussi. On a des hôpitaux de mauvaise qualité, on a des cliniques particulièrement performantes, et l'inverse est vrai aussi. Et on a tous des exemples. Je suis allé visiter une résidence autonomie dans un département d'Île-de-France il y a 6 mois de ça, une horreur. Publique, hein, gérée par un centre communal d'action sociale, et dont les murs appartenaient au département, au bailleur du département. Donc tout était public là-dedans. Bon. C'était une horreur. Je me suis dit, mais je vais appeler Victor Castanis, il va faire les Fossoyeurs 2, le retour. Je peux répondre sur ça ou pas? Évidemment. Et puis on donnera la parole à Éric Chenu ensuite, bien sûr. Personne ne peut dire que les EHPAD lucratifs ne cherchent que le profit et ne visent qu'à baisser le niveau de qualité et que tout se passe bien dans le public. C'est une certitude. En revanche, factuellement, il y a quelque chose qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a que dans les groupes privés
que tu peux en mettre en place des systèmes. Dans le public, tu peux avoir évidemment un EHPAD, une crèche qui dysfonctionne par un problème de direction, de management, plein de raisons. Un système assumé, sophistiqué, d'optimisation des coûts, il arrive que dans le privé et que dans un grand groupe privé. Et plus il grossit, et plus effectivement c'est optimisé. Ces logiciels chez Orpea, que peut-être tu as découvert dans le livre ou avant, d'optimisation des coûts, où on allait, moi je revois quand on me donne les logiciels, et que ils étaient la directrice me montrait que dans la moyenne du mois, elle était à 2,8 de change de couche par jour, et qu'on lui en demandait de s'approcher des 2 pour pouvoir toucher sa prime. Cette pression-là, ces logiciels, cette optimisation-là, où il y avait chez Orpea un système de reporting presque en direct, comme dans des boîtes comme Boeing, etc. Bon, ça quand même, il faut le dire, ça n'arrive que dans le privé et que dans les grands groupes privés. Donc ce côté systémique, il faut le souligner, c'est dans la partie lucrative. Il y a une deuxième chose, tu disais, en gros, dès qu'on veut gagner d'argent, on est un méchant et que les associatifs, c'est des gentils, etc. La question, c'est pas de gagner de l'argent ou d'en perdre, c'est de gagner trop d'argent. Orpea, et pourtant, tu connaissais très bien Orpea, et tu étais à ce moment-là au Cinerpa et dans ce secteur, faisait des niveaux de profit, moi j'appelle ça la période des hyper-profits, ahurissants, qui auraient dû tous collectivement nous inquiéter. Ils affichaient en bourse, c'était pas caché dans un coin, 34% d'EBITDA. Ça n'arrive nulle part. Et évidemment, ça permettait de rembourser les dividendes, de donner des dividendes aux actionnaires, au fonds de pension canadien, à la famille Peugeot et surtout aux dirigeants d'Orpea, parce que c'est eux qui s'en sont mis plein la poche, dont le docteur Marian, qui a chopé quand même dans l'histoire plusieurs milliards d'euros aujourd'hui de patrimoine. Bon, c'est quand même ça. On a été dans une société, et j'espère que la période des hyper-profits dans ce secteur des EHPAD est terminée pour toujours, et je pense que c'est le cas, qu'il n'y a plus de boîtes qui vont afficher 34% d'EBITDA, et que d'ailleurs il y a un certain nombre de fonds qui se sont cassés de ce secteur en se disant on n'arrivera pas à faire de l'argent comme on faisait avant. Et moi, il y a une notion qui m'intéresse, parce qu'on peut dire lucratif, pas lucratif. Je sais qu'on supprimera jamais le lucratif dans ce secteur, ça n'arrivera pas. Comme dans les crèches, de toute façon, les pouvoirs publics ne mettront pas l'argent qu'il faut pour monter assez de crèches publiques, et pareil pour les EHPAD. En revanche, moi, il y a un sujet qui m'intéresse et qui permet de dépasser ce clivage. C'est un peu ce qui est en train d'essayer de se mettre en place dans la nouvelle direction d'Orpea et MEIS. J'avais eu des discussions là-dessus avec l'actuel ministre Éric Lombard, qui était patron de la Caisse des dépôts, et Pascal Demurger, le patron de la Maïf, qui sont les nouveaux actionnaires d'Orpea. Et eux, ils essayent de mettre en place cette notion qui me semble très intéressante de bénéfice raisonnable. En gros, tu ne pourras pas supprimer le lucratif, mais c'est une catastrophe de faire des hyper-profits, parce que tu sais que nécessairement, pour faire des hyper-profits, il faut optimiser sur la masse salariale et donc baisser la qualité. Et donc tu te dis, il y a une notion de bénéfice raisonnable entre les deux, et je pense que ça, c'est intéressant, parce que ça peut arriver dans les EHPAD, et ça peut faire des petits dans d'autres secteurs où il y a de la vulnérabilité. La psychiatrie, le handicap, les crèches. Je pense que c'est vers ça qu'on a une chance d'avancer pour améliorer ces secteurs. On avance sur le débat, mais évidemment, il faut que Luc Chenu nous donne également son point de vue là-dessus, et ensuite sur le lucratif limité, comme on dirait au sein de groupe SOS. Votre point de vue, j'allais dire, la pierre que vous allez apporter à ce premier débat liminaire, on voit bien que rien n'est tout blanc ni tout noir, et que c'est intéressant, mais il y a un caractère passionnel derrière tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est passionnel, pour moi c'est extrêmement rationnel. C'est qu'avec des cotisations sociales, fiscales, mutualisées, certains acteurs, ça vient d'être rappelé, ont fait des niveaux d'excédent totalement délirants.
Et ces investisseurs, ce n'est pas n'importe quel lucratif. Ce sont des investisseurs financiers. Et la problématique, elle est là, parce qu'il y a toujours eu du lucratif dans le secteur de la santé, dans le secteur médico-social. Voilà. Il y avait des gens qui investissaient, innovaient, et développaient des choses. Ce n'était pas systémique. Là, la problématique, c'est qu'on a des groupes qui ont revendu à des fonds de pension qui ont déterminé le niveau d'excédent qu'ils souhaitaient atteindre. Il n'y a pas de prise de risque en la matière, parce que les financements sont assurés. Je veux dire, c'est quand même extrêmement tranquille pour ces investisseurs. Et comme il n'y avait pas de contrôle, parce que la puissance publique s'est départie de sa capacité de contrôle, il faut mesurer ça. Là, on a recruté de nouveau des équipes pour contrôler depuis les fossoyeurs, etc. Mais pendant des années, il n'y avait quasiment pas de contrôle. Alors que, comme Victor Castanet vient de le rappeler, les comptes étaient connus, ils étaient publiés, rien n'était caché. Donc la problématique qu'il faut se poser, c'est quand même de comprendre comment on en est arrivé là. On en est arrivé là pour deux raisons. Un, parce qu'on n'a pas posé de règles du jeu à se dire s'il y a des acteurs lucratifs, eh bien ces acteurs, on encadre le maximum d'excédents qu'ils peuvent faire, parce qu'on est sur des activités socialisées, solvabilisées par de la mutualisation, et donc on ne peut pas dépasser un certain niveau. C'est peut-être une manière de régler le problème à terme, pour éviter que ça ne recommence. Deux, évidemment, les contrôles. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il y a autant d'acteurs lucratifs, financiers, qui s'investissent sur ces sujets-là? Parce qu'il y a un déficit de l'investissement public. Parce qu'à l'échelle locale, à l'échelle départementale, à l'échelle nationale, il n'y a pas eu suffisamment d'investissement public. Parce que plutôt que de regarder ces sujets en se disant c'est quoi les besoins populationnels à l'échelle de mon territoire pour les 5, les 10 ans qui viennent et comment on organise les choses, eh bien on est cadenassé par le carcan de l'annuité budgétaire et que, eh bien, en fait, tout le monde est dans une forme d'impuissance. Et donc, à un moment donné, comme il faut quand même répondre aux besoins des familles, eh bien, on se dit qu'il faut créer des places de crèche. Mais comme on n'a pas les moyens d'investir, on laisse des acteurs arriver. Sur les EHPAD, ça a été ça, etc., etc. Alors que des alternatives existent, des collectivités l'ont montré. Le département des Landes, quand Henri Emmanuelli le présidait, a décidé que les EHPAD seraient publics. Dans d'autres, ils ont décidé de travailler avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire, associatifs, fondations ou mutualistes. Il y a des communes qui ont décidé de sortir de la DSP, de la délégation de service public, parce que par la DSP, on pilote essentiellement par le prix. Et donc là, y compris, on peut faire des conneries. Alors que quand on travaille au travers des CEPOM, on peut beaucoup plus fixer des critères de qualité. Et quel que soit l'opérateur derrière, on peut beaucoup mieux piloter les choses. Donc il y a une capacité à faire. Il faut que ceux qui sont à l'origine de la commande, notamment publique, prennent la totalité de leurs responsabilités, assument les contrôles derrière, parce que c'est fondamental, et faire en sorte quand même de poser des règles du jeu extrêmement claires. On peut avoir des dysfonctionnements ici ou là, parce qu'on est dans de l'humain, mais si on veut que les conditions de travail des collaborateurs, des collaboratrices qui travaillent dans ces secteurs, qui sont des secteurs extrêmement enthousiasmants, mais extrêmement difficiles en termes de charge mentale, en termes de vécu, etc., si on veut que ces métiers-là soient suffisamment attractifs, il faut que la qualité de vie au travail soit bonne. Ça veut dire qu'il faut que la pression économique, ça ne soit pas le quotidien. Il faut que le sens du métier soit là. Il faut que les conditions d'accueil, il faut que les projets d'établissement soient au rendez-vous, etc. Et donc ça suppose de permettre aux équipes de se projeter dans du moyen terme. C'est comme ça qu'on peut construire les choses de manière positive, utile, et de continuer à adapter en permanence nos réponses. Que ce soit dans le secteur du handicap, que ce soit dans le secteur des soins de premier recours, de la petite enfance, du grand âge, les organisations qu'on avait il y a 25 ans
ne conviennent plus parce que les publics ont changé, parce que les possibilités ne sont plus les mêmes. Donc il faut que ça, en permanence, on se donne cette possibilité d'adaptation. Ça suppose de travailler dans le temps, ça suppose de sortir du carcan purement budgétaire. Merci Éric Chenu. On ira jusqu'à se poser la question de savoir s'il faut interdire certains secteurs au lucratif tout à l'heure. On pourra en tout cas la poser, même si Victor Castanet nous disait il y a un instant qu'il n'imaginait pas une disparition du secteur lucratif. Mais Jean-Marc Borrello, comment fait-on ? Comment fait-on pour réguler ? Là, on pose la question de l'encadrement, de la régulation. Comment fait-on pour éviter les hyper-profits, les 34% des EBITDA et cette qualité qui se dégrade avec des gains qui sont extrêmement importants pour des groupes financiers ? Je crains de représenter la génération qui disait il est interdit d'interdire. Donc je ne vais pas forcément vous suivre sur l'interdiction de tel ou tel modèle. Et par ailleurs, j'ai longtemps dit que les statuts ne faisaient pas la vertu, ce qui m'a valu, chez mes camarades associatifs et mutualistes, quelques remarques acerbes. Il n'empêche que la réalité aujourd'hui, c'est, et dans un lieu où on mesure l'impact, que peut-on mesurer ? Quelle est la participation de nos différents secteurs à l'intérêt général ? La participation, elle est pas liée au chiffre d'affaires ou au résultat. Qui prend en charge dans ce pays les personnes à l'aide sociale ? Les personnes à l'aide sociale, c'est ceux qui n'ont pas les moyens de prendre en charge l'EHPAD, le paiement de l'EHPAD, et pour lesquels le département se substitue. Donc chaque établissement, quel qu'il soit, est agréé ou pas à l'aide sociale. Si on vend des prestations d'hébergement et de soins à des gens qui ont les moyens de les payer, je ne vois pas de participation à l'intérêt général. La question, c'est comment fait-on pour offrir cette prestation à ceux qui n'ont pas les moyens de la payer. En ce qui concerne le groupe SOS, et comme vous posiez la question comment fait-on, il y a 7 ans, j'avais trouvé un peu surprenant que tout le monde le paye le même prix, quel que soit son niveau de revenu. Évidemment, les EHPAD non lucratifs sont éminemment moins chers que le lucratif. C'est une première réalité largement démontrée. J'avais fait un tour des services de l'État pour demander s'il était autorisé de faire des tarifs différenciés. Et après avoir fait un premier tour, tout le monde m'a répondu « on ne sait pas ». Donc j'ai repris le même circuit, mais cette fois-ci, j'ai demandé est-ce que c'est strictement interdit. Je n'ai pas obtenu plus de réponses et j'ai donc décidé, sous les applaudissements du service juridique des SOS, que ce qui n'était pas strictement interdit était autorisé. Et nous avons mis en place un dispositif qui n'est pourtant pas extrêmement libéral ou novateur, qui était de dire on va faire participer les gens en fonction de leurs revenus. Et évidemment, pour le même type de prestation. Il n'était pas question d'avoir des chambres de tailles différentes ou des services plus ou moins élaborés en fonction du prix qu'on paye. Il se trouve que la loi est passée, donc on a mis un peu de temps à convaincre. On a fait fonctionner le dispositif, on a fait des points réguliers avec les services publics en leur disant, objectivement, ce dispositif nous permet d'équilibrer les établissements, d'offrir le nombre de places à l'aide sociale qui est souhaité par les autorités de contrôle, c'est-à-dire l'ARS et le département. Et avec ça, on a un établissement équilibré qui permet, 1, de payer du personnel pour le bien-être de ceux qui y vivent, 2, d'entretenir les locaux, et ce qui me semblait, moi, un projet politiquement intéressant, c'est-à-dire tout le monde a le droit à une fin de vie digne. Aujourd'hui, de par la loi qui a été votée en décembre et les décrets d'application qui doivent dater du mois de janvier dernier, donc c'est récent, tous les EHPAD, qu'ils soient publics ou associatifs, peuvent utiliser le tarif différencié. Et donc, ça permet à nos institutions, non pas de faire 34% des EBITDA, mais d'équilibrer le budget. Et effectivement, lorsque résultat il y a, ça permet d'investir, de tester de nouvelles idées, d'innover, parce qu'un des moyens, c'est aussi l'innovation. Le modèle économique en lui-même, il fallait inventer une alternative. Sinon, on s'acheminait lentement vers des EHPAD pour riches, des EHPAD pour classe moyenne et des EHPAD pour pauvres, qui en gros étaient les EHPAD publics.
Les sujets de maltraitance peuvent tous nous concerner demain matin. Ça peut arriver en ce moment dans un EHPAD public, lucratif, ou un EHPAD non lucratif, voire un EHPAD de SOS. En revanche, la logique économique, et c'est pour ça que les logiciels et le reporting dont tu parles, il est au service d'une volonté. On peut utiliser des logiciels, on peut utiliser du reporting pour vérifier si la qualité des services est bonne. Et on peut utiliser les mêmes pour inventer le nombre de couches qu'on a le droit d'utiliser par jour. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de casser le thermomètre, il s'agit de mettre le thermomètre au service de l'objectif. L'intérêt général, ça se mesure dans les services qui sont apportés à la population qui n'en a pas les moyens, en sachant que nous sommes tous convaincus, sauf erreur à cette table, que dans quelques années, il n'y aura pas assez de places d'EHPAD dans ce pays. La démographie est une science à peu près exacte. Les politiques gouvernementales, depuis toujours, ont une petite tendance à dire on va privilégier le domicile. Alors, c'est extrêmement sympa de privilégier le domicile, et ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en amenant des services, de l'aide à domicile, en amenant un certain nombre de choses, on permet aux gens de rester plus longtemps à domicile. Ça veut dire, à une époque, on rentrait, en tout cas chez nous, à l'EHPAD autour de 82 ans. Aujourd'hui, c'est 84 ans. Et tant mieux si les gens peuvent vivre plus longtemps. Il y a les résidences seniors, il y a les résidences services. Tous ces dispositifs sont extrêmement importants. Malheureusement, ou heureusement, on vit plus longtemps. Et à de rares exceptions près, la dépendance arrive. Et lorsque la dépendance arrive, il n'y a pas d'alternative à l'EHPAD. Alors c'est sans doute politiquement incorrect de le dire, mais la réalité, c'est que lorsque vous êtes dépendant, il faut une équipe, et une équipe complète qui aille de l'infirmière à l'ergothérapeute, et à domicile, sauf quelques cas sans doute assez symboliques, vous ne pouvez pas avoir une équipe à votre disposition. Donc on aura besoin de places d'EHPAD. La question, c'est comment on les crée et comment on offre le même service à l'ensemble de la population. Parce que le privé lucratif, ce n'est pas la peine de le poursuivre. Il ne va pas gagner beaucoup d'argent, il va en perdre beaucoup, et pour longtemps. Le modèle économique tel qu'il a été constitué à l'époque ne permet pas d'avoir des bénéfices ni très importants, ni même importants à l'avenir. Nos modèles sont plus frugaux, que ce soit ceux de la mutualité, ceux des SOS. Alors il y a un petit sujet sur le public, mais en réalité, ce qui fait que ça fonctionne et que ça s'équilibre, parce que c'est quand même l'avantage d'un dispositif non lucratif, c'est que l'objectif, c'est l'équilibre, et ce n'est pas les 34%. Si on répond aux besoins du territoire avec le nombre de places à l'aide sociale qui est variable, SOS a des EHPAD à 80% à l'aide sociale dans des départements du nord de Paris. Et on a des EHPAD dans lesquels il y a 30% d'aide sociale parce qu'il n'y a pas besoin de plus de places que ça. Donc un modèle économique original, moi je trouve que les grands groupes, alors qu'ils soient associatifs ou autres, ont quand même pu pendant le Covid se mobiliser parce que tout le monde a été frappé extrêmement durement. Et on a aussi la possibilité aujourd'hui de se poser la question, par exemple, du soin palliatif à l'EHPAD. Il y a des équipes mobiles de soins palliatifs qui se développent sur l'ensemble du pays. Mettre les gens dans une ambulance pour qu'ils décèdent aux urgences 4 heures après, je pense que c'est pas ce qu'on peut faire de mieux comme fin heureuse pour des résidents de l'EHPAD. C'est ça qu'il faut travailler, plus que la guerre lucrative, non lucrative. Les bouquins de mon voisin de gauche, par exemple les micro-crèches, l'escroquerie lucrative des micro-crèches, ça y est, elles ferment toutes. Parce que c'était une faille réglementaire. Un ramassis d'escrocs se sont engagés dans la faille et objectivement, elles sont en train de fermer parce que le modèle économique, il est plus bon. Quant au surprofit ou à je sais pas quoi, la profitabilité convenable, moi je ne suis pas expert. Bénéfices raisonnables ou moraux, la raison et la morale, ce n'est pas les deux sentiments qui me font lever le matin. Mais il y a un moyen très simple, c'est l'impôt sur la distribution des dividendes. Si vous voulez que les entreprises réinvestissent, si vous voulez qu'elles payent mieux leurs salariés, si vous voulez que l'objectif ne soit pas 35% d'EBITDA, ben, il suffit de taxer
très largement l'impôt sur la distribution de dividendes, pas sur le résultat de l'entreprise. Alors, laissons Victor Castanet réagir et Luc Broussy. Je réagis déjà sur les moyens. Il y a ça. Et il y a aussi, moi j'ai toujours pensé qu'il y avait un moyen qui aurait pu être très pertinent dans les EHPAD sur ces groupes privés. On m'expliquait ça, et notamment des dirigeants de ces groupes privés. Ils me disaient, écoute, dans tous les secteurs où en fait l'État donne un agrément, une licence, dans la téléphonie par exemple, Bouygues, Orange, SFR ont une licence, et il y en a un nombre très limité, pour pouvoir exploiter un réseau. Ils payent très cher pour obtenir cette licence et profiter de ce marché. Et d'ailleurs, ils ont l'obligation de dépenser des dizaines de millions, voire des centaines de millions, pour le réseau, pour améliorer le réseau. Ce qu'on m'expliquait dans les EHPAD, à haut niveau, ils me disaient, c'est génial ce secteur, parce que quand même, tu arrives, on te file une autorisation, un agrément, que te file l'ARS, et bon, il y avait plein de moyens différents d'obtenir des agréments. Il faut aller avoir des bons contacts dans l'administration, payer un certain nombre de groupes qui vous permettaient d'avoir une autorisation. Et une fois que vous aviez l'autorisation, qu'est-ce qui se passait? À la seconde où vous l'aviez dans votre main, ça valait 1 million d'euros. Et vous pouviez la refiler à n'importe qui. Ça valait 1 million d'euros au minimum. Il y a cette autorisation, elle vous permet d'avoir une situation de quasi-monopole sur une région. Parce qu'en gros, les ARS ont défini qu'il fallait tant d'EHPAD par rapport au nombre de personnes. Donc, vous avez une situation de quasi-monopole et des revenus, des dotations publiques qui tombent chaque année, entre 1 et 2 millions par EHPAD. Mais quel secteur économique permet ça? Aucun. Et vous ne payez pas. Donc, il y en a qui se sont dit, bah tiens, ça serait peut-être pas bête qu'on demande aux EHPAD, à ces groupes, quand on leur donne un agrément, de payer une redevance de votre chiffre d'affaires, minime, hein, mais qui permet de refinancer le secteur, d'augmenter la qualité, les salaires, etc. Bon, cette idée est partie en l'air, et puis le gouvernement ne l'a pas saisie. Moi, il y a une chose que j'aimerais dire aussi, pour dépasser un peu la question du lucratif et du non lucratif. On parlait beaucoup des EHPAD, je vais parler 2 minutes des crèches. Il y a un point intéressant dans les crèches. C'est que, il y a un certain nombre de groupes privés, je l'ai raconté dans mon livre, notamment pour People & Baby. People & Baby a fait un peu ce qu'a fait Orpea dans les EHPAD. Ils ont optimisé les coûts, ils ont optimisé sur la bouffe, ils ont mis en place des pratiques de détournement d'argent public. Je n'irai pas plus loin parce que ce n'est pas encore jugé, mais en rajoutant des fausses heures de présence d'enfants. Et donc, il y a une responsabilité de ces groupes. Et dans mon enquête, j'ai essayé de raconter autre chose, parce que je pense que c'est une des grandes raisons du drame qui se joue en ce moment dans les crèches. C'est que l'un des principaux responsables de l'abaissement de la qualité dans le secteur des crèches, ce sont les pouvoirs publics. Vous parlez à des opérateurs, à la plupart des opérateurs dans le secteur, ils vont vous dire les plus mauvais payeurs. Parce qu'en gros, pour expliquer, même si tout le monde doit à peu près savoir, pour expliquer les sources de revenus, vous avez en gros ce que payent les familles et la CAF et ce que paye le réservataire. Et le réservataire, c'est soit la mairie, soit une entreprise, L'Oréal, Lafarge, Bouygues, etc., réserve des places de crèche pour ses salariés. Bon, ils vous disent tous, les plus mauvais payeurs, ce sont les pouvoirs publics. Les mairies, les collectivités territoriales, les ministères. J'ai raconté notamment dans mon livre comment même dans la crèche de Matignon, la crèche des collaborateurs du Premier ministre, petite crèche pour 10 enfants, on me raconte qu'il y a un renouvellement de l'appel d'offres et il y a 2 postulants. Et il y a le groupe Babylou et le groupe Les Petits Chaperons Rouges. Il y en a un qui propose à peu près 6 200 € par berceau par an. Et l'autre, la moitié. Et il y en a un, c'est le moins cher, sa masse salariale est environ, c'est souvent le cas, 10% plus basse. Donc il met un poste en moins. Et le DGS de Matignon, il choisit l'offre la moins chère. Et un grand nombre de mairies en France ont choisi l'offre la moins chère. Et un grand nombre de collectivités territoriales choisissent l'offre la moins chère. Et qu'est-ce qui se passe ? Depuis 2010,
le prix des berceaux en France dans les DSP n'a fait que baisser. Et pour vous dire le drame, il a été divisé quasiment par 3 dans certaines crèches. C'était vendu autour de 8-9 000 euros par berceau par an il y a une quinzaine d'années. Et puis c'est tombé à 6, puis c'est tombé à 5, puis c'est tombé à 4. Et moi j'ai vu encore récemment des mairies qui achètent à 2005. Et personne, ça n'existe pas en économie. Ça n'existe pas. Il y a des maires qui vont vous dire « Ah ouais, mais moi, il me dit 2005, mais globalement, c'est la même qualité. Et puis son projet éducatif est super. Il va prendre soin de nos enfants. Il y a tout un truc avec la nature, le bien-être. Vous écrivez toujours bien-être, nature dans un projet éducatif et ça marche. Toujours est-il que quand vous divisez le prix du berceau par 3, nécessairement, toujours, il y a un impact sur la qualité. Et le premier levier, c'est la masse salariale. Et moi, je l'ai vu à chaque fois quand j'ai analysé dans le détail la masse salariale. Il y avait des baisses de entre 10 et 25% de la masse salariale après le renouvellement de l'appel d'offres. Et donc, c'est un vrai sujet. C'est parce que notamment ces derniers mois, il y a une commission d'enquête sur les crèches et puis un certain nombre de députés macronistes ont trouvé comme solution, on peut aussi en gros un peu changer le modèle et la porte d'entrée, la nouvelle porte d'entrée, ce serait les maires. Et j'avais envie de leur répondre, mais vous n'avez pas compris le sujet parce qu'en fait, il y a des groupes privés qui font n'importe quoi et il y a plein de maires en France qui font n'importe quoi parce qu'ils choisissent le prix le moins cher. Donc c'était pour dire que au-delà de la question du lucratif, non lucratif, il y a une responsabilité politique de l'argent qu'on met, de la dotation, de l'argent public qu'on investit dans nos vieux et de l'argent public qu'on investit dans nos enfants. Et si on investit 3 fois moins qu'il y a 10 ans, ça sera une catastrophe. Alors Luc Broussy, faut-il forcer les pouvoirs publics à mettre davantage d'argent, peut-être fixer des minima? C'est pas faute d'essayer. Pas faute d'essayer, Mais vous voyez, déjà, on a fait évoluer le débat, c'est-à-dire qu'on se place un tout petit peu moins, comme au début, sur la question de la morale, mais de manière plus pragmatique. Oui. Victor Castanet vient d'expliquer comment la paupérisation d'un certain nombre de services publics gérés par le privé sont du fait des maires qui eux-mêmes sont dans des situations de recettes et de dépenses extrêmement contraintes. Là, on ne peut pas accuser le maire de Plouzé-Mémorzé de vouloir faire des dividendes. Juste, il faut qu'il boucle son budget à l'équilibre dans un contexte fiscal où ses recettes ne cessent pour le coup, effectivement, de diminuer et ses dépenses. Je crois voir ici, au banc du gouvernement, des responsables de collectivités locales qui connaissent ça tous les jours, notamment dans les départements. Pourquoi le secteur lucratif, le secteur commercial a émergé progressivement dans ces secteurs-là? Parce que, à la fois, il y avait, on y reviendra, une question d'offre, mais aussi une question de demande. L'EHPAD, c'est pas l'hôpital. L'EHPAD, c'est le lieu où, à un moment donné, il faut une égalité de la prise en charge des soins pour tout le monde, mais où un certain nombre de personnes qui ont les moyens ont envie d'un établissement au regard de leurs moyens. Et ce qui était absolument nécessaire, et qu'on a plutôt pas mal réussi dans notre pays d'ailleurs, c'est que les personnes âgées qui n'ont pas de moyens puissent avoir un hébergement collectif décent. Ce qui, grâce à l'aide sociale des départements, est possible. Donc on ne peut pas, à ce moment-là, il faut un peu distinguer les choses. Il y a la partie où la prise en charge de la fragilité doit être... tout le monde est assuré social et donc on doit avoir une égalité de traitement. Mais l'EHPAD, c'est aussi où je vais terminer, moi, à 85, 90 ans, ma vie. Et là, forcément, il y a des offres très différentes. Et le but de l'opération, ce n'est pas d'harmoniser l'ensemble de l'offre. La deuxième chose, c'est, non pas de tordre le cou, mais de modérer le constat de la marchandisation de ce secteur. Remettons quand même les chiffres. En Espagne, si mes souvenirs sont bons, mais vous m'arrêtez si je me trompe, s'il y a des Espagnols dans la salle, 80% des EHPAD sont privés. En Angleterre, c'est encore plus, je crois, presque 90%.
à cause de politiques publiques. S'il y a tant de maisons de nursing homes à caractère commerciaux en Grande-Bretagne, c'est parce que c'est une conséquence ça va jusqu'à Thatcher, d'un retrait de la puissance publique. Il y a en France sur 100 EHPAD, 23 EHPAD commerciaux. Il y a sur 100 crèches, 27 crèches commerciales. Il y a sur 100 lits d'hospitalisation, 24 lits d'hospitalisation à caractère commercial. Bon. Mais ça monte. Non, mais je veux dire... attendez, Victor, pas à chaque fois. Bon, je peux terminer, moi. Bon. Il faut que les autres s'expriment. Et donc, voilà, je veux dire, je veux me mettre juste un bémol. Pourquoi? Parce que moi, depuis, effectivement, 20 ans, 25 ans et plus, si affinité, je ne défends pas le secteur privé commercial. Je défends une mixité. Parce qu'on a absolument besoin d'un secteur public solide. Et ce que je regrette parfois, c'est que ceux qui sont pour un secteur public solide passent 80% de leur temps à expliquer pourquoi il faut tuer le secteur commercial. Ils ne demandent pas pourquoi il faut aider le secteur public. Et donc voilà, moi je pense qu'il faut un service public solide. Et j'en viens à mon dernier point. Tout ça c'est de la poésie, puisqu'Alain Borello l'a dit. De toute façon, la demande va tellement croître que l'offre va exploser, va devoir exploser. Est-ce que la puissance publique, qui n'arrive même pas aujourd'hui à maintenir son propre parc au niveau, il y a 15 ans, 51% des EHPAD étaient publics. Aujourd'hui, c'est 45-46. Ça ne cesse de diminuer. Il n'y a pas eu une loi qui a dit maintenant on arrête, non. Ça ne cesse de diminuer, faute d'investissement. On a eu le plan de relance en 2020-21, 1,5 milliard pour les EHPAD, c'est vachement bien. Et la CNSA, au même moment, dit qu'il faudrait 15 milliards d'euros pour maintenir à niveau l'immobilier. Bon. Donc on voit bien qu'on est dans un sous-investissement public chronique, donc on peut continuer à regarder ailleurs, ou on peut considérer qu'il faut évidemment un investissement privé qui vienne construire des murs. Un EHPAD, c'est 15 à 20 millions d'euros. Bon. Voilà. Et ça nécessite, si on a ce contrat-là, de se dire qu'évidemment qu'il faut des investissements privés dans les 15 prochaines années pour construire les équipements nécessaires, alors regardons comment les instruments de régulation, et Eric l'a dit, soient beaucoup mieux organisés qu'ils ne le sont aujourd'hui, pour pas qu'il y ait ces abus qui peuvent d'ailleurs venir des uns et des autres, mais puisqu'on est sur le secteur privé, comment le régule-t-on de telle manière, comment contractualise-t-on de telle manière que l'apport du secteur privé soit positif au lieu de laisser lieu à certaines dérives. Bon. Et comment fait-on? Effectivement, Jean-Marc Borello, je vois que vous vouliez réagir. Non, mais je voulais réagir simplement pour redire en sortant de l'exemple des EHPAD que le sujet, c'est vraiment, quel que soit le type d'opérateur, quelle que soit la structure juridique ou économique de l'opérateur, la question, c'est comment le régulateur, qui reste la puissance publique, impose un certain nombre de contraintes, c'est ce que racontait Victor, en échange de l'autorisation d'exercer. Vous avez l'exemple, SOS gère un certain nombre d'hôpitaux, et en ce moment, un certain nombre d'hôpitaux privés associatifs sont en grande difficulté. Nous sommes assez régulièrement, nous, en concurrence avec du privé lucratif. Et lorsque on se retrouve devant un tribunal pour une reprise, on a un projet privé lucratif qui apparaît souvent largement plus intéressant que le nôtre du point de vue économique. Quand on rentre dans le détail, c'est assez simple, ils ont supprimé les 2 services qui perdent du pognon, c'est-à-dire la maternité et les urgences. Nos hôpitaux passent leur temps à équilibrer les services des urgences et des maternités avec le résultat des autres services qui peuvent, eux, dégager un peu de marge, c'est-à-dire les services ophtalmo, tous les services MCO sur lesquels il y a un peu de marge. La question, c'est lorsque je suis pouvoir public, peu importe qui va gagner, mais j'impose que les urgences restent ouvertes et j'impose que la maternité reste ouverte. Que ce soit du privé lucratif, de l'associatif ou autre, la question, c'est qu'on ne joue pas avec les mêmes armes. Nous passons notre temps à équilibrer le budget de nos hôpitaux avec les résultats de nos hôpitaux. Une approche, on ne peut pas reprocher au lucratif de vouloir être lucratif. C'est-à-dire que lorsque
On a un consultant frais et moulu de son école de commerce qui regarde le bilan de l'hôpital. Il dit c'est simple, la dialyse ça gagne beaucoup d'argent, l'ophtalmo ça gagne beaucoup d'argent, l'urgence ça perd, la maternité ça perd. Ben, on ferme urgence et maternité. Ok, l'hôpital va gagner, le territoire perd les urgences et la maternité, ce qui heureusement les élus locaux pour le coup ils sont en général assez attentifs et sont plutôt de notre côté. Et donc, au-delà du type de structure juridique, c'est quel est le service rendu. Encore une fois, j'ai beaucoup d'admiration pour des gens qui vendent des sacs à main à 5000 balles avenue Montaigne, et je m'en fous. Je ne vais pas essayer de vendre des sacs à main à 4002. D'abord, je n'y arriverai pas, et puis je me contrefous, on peut vivre sans sac à main acheté avenue Montaigne. Par contre, sans service d'urgence, sans maternité, sans crèche ou sans EHPAD accessible à la majorité de nos citoyens, on ne peut pas vivre. Donc que chacun fasse ce qu'il sait bien faire, et encore une fois, à partir du moment où les règles sont les mêmes pour tous, et c'est là que ça ne va pas, c'est-à-dire qu'objectivement, notre ami Luc réclame beaucoup d'argent, moi je réclame beaucoup de règles. C'est-à-dire, vous voulez ouvrir un EHPAD, il faut payer. La licence, l'exemple est parfaitement bon, vous voulez une licence d'opérateur, il faut la payer. Et si vous avez la licence, ce que vous payez permet de créer le réseau, d'entretenir le réseau, etc. Donc, encore une fois, dans le triptyque, les pouvoirs publics ont une fonction de régulation qui, objectivement, encore aujourd'hui, n'est pas suffisamment clarifiée de mon point de vue. Bon, vous posez beaucoup de termes du débat sur la régulation, sur taxes sur les dividendes, etc. Éric Chenu, il nous reste 10 minutes. On peut aller jusqu'à se poser la question de savoir s'il faut interdire, tout simplement, certains secteurs au lucratif, secteurs qui seraient en tension. Alors, on a nous-mêmes posé cette question au travers d'une tribune qu'on a publiée avec ESS France et l'ensemble des familles de l'ESS en 2023. Voilà, parce que ça doit faire partie des sujets de société à se poser. C'est-à-dire comment on utilise l'argent public, l'argent de nos cotisations sociales, de nos impôts, et la manière dont tout ça est fléché, pourquoi c'est fait, avec quel service, avec quelle réponse aux besoins de la population, territoire par territoire. Jean-Marc le disait à l'instant, la problématique, c'est pas tant de savoir si sur le territoire il y a un mix entre les acteurs publics, les acteurs privés non lucratifs, les acteurs lucratifs. C'est est-ce qu'à l'échelle du territoire, on répond à l'ensemble des besoins d'aujourd'hui et on anticipe les besoins à 5 ans, à 10 ans. C'est ça l'enjeu fondamental. Et la problématique que l'on constate, c'est que du fait de l'impéritie dans laquelle on vit depuis 30 ans, du fait qu'on est cadenassé par les lois budgétaires et le fait qu'on regarde au mieux à l'année et très rarement à 3 ans, eh bien, petit à petit, la responsabilité première de l'État, des pouvoirs publics, qui est l'aménagement du territoire, en santé, en médico-social, dans la cohésion sociale, s'est perdue. Et on a laissé les acteurs se débrouiller comme ils pouvaient, avec les outils qu'ils avaient. Et la problématique, elle est là, parce que petit à petit, ça délite complètement le lien de confiance. Parce que dans un certain nombre de territoires, on a des déserts médicaux, dans un certain nombre de territoires, c'est de plus en plus compliqué pour accéder aux urgences, pour accéder à un certain nombre de dispositifs. Et c'est ça la problématique qui se pose. Quand les pouvoirs publics, qui sont dans l'illusion qu'une gestion industrielle de la biologie va permettre de faire des économies, on permet à des acteurs financiers dans la biologie de s'organiser, de se structurer, de racheter les labos. Aujourd'hui, on a 6 grands groupes qui possèdent 80% de la biologie en France et qui, à un moment donné, font un fuck à l'assurance maladie quand l'assurance maladie essaye de négocier. Parce qu'ils sont capables de mettre l'ensemble du secteur en panne si la négociation ne leur va pas. La question, c'est est-ce qu'on continue ça? Est-ce qu'on laisse la radiologie être mise en coupe réglée? Est-ce qu'on laisse la progression de ce type d'évolution, moi je dirais de dérive, s'installer sur l'ensemble du secteur de la santé? On a une déviance aujourd'hui sur un certain nombre de centres de santé qui n'ont plus de centres de santé que de nom, parce que ce ne sont plus des structures de soins de premier recours,
publiques, associatives ou mutualistes telles qu'on les connaissait, qui permettaient de permettre à la population d'accéder aux soins sans reste à charge, à tarif opposable, avec des dossiers partagés, mais des structures qui ne développent que les activités lucratives, font du tri de patients, notamment par des modalités de prise de rendez-vous, et sortent des niveaux de résultats qui sont totalement hallucinantes. Donc la question qui est devant nous, et c'est pas parce qu'on a mis au travers une loi il y a 2 ans des agréments pour créer ces structures qu'on a réglé le problème, parce qu'en fait il n'y a pas encore suffisamment de contrôle sur ces structures pour voir que quand elles fonctionnent, il y a des choses qui ne correspondent pas au cahier des charges initial pour répondre aux besoins de la population. Et donc, si on veut garantir la qualité des prises en charge en soins auprès des plus vulnérables, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées dépendantes, des enfants, etc., si on veut garantir des conditions de travail acceptables aux professionnels et garantir l'attractivité des métiers du soin et du lien, il faut quand même qu'on se pose ces questions-là. C'est un sujet de société, c'est un sujet de débat. Et si on dit qu'on maintient les 3 secteurs, au moins qu'on encadre les règles du jeu et qu'on détermine comment on contrôle ces règles du jeu dans la durée, et en faisant en sorte que, j'insiste là-dessus, quand on attribue à un acteur, à un opérateur, quel qu'il soit, de développer un dispositif, un service, que le seul critère que le prix ne soit pas le seul critère, que les enjeux de qualité, les enjeux d'accès universel, les enjeux de conditions de travail, etc., tous ces éléments-là fassent partie du cahier des charges. C'est pour ça que j'appelle les élus locaux à plutôt s'emparer des CEPOM qui permettent beaucoup mieux, dans le cadre de la commande publique, de pouvoir poser ces critères-là, de pouvoir contractualiser et d'être exigeant, parce que la question, c'est pas qu'il y ait moins d'exigence vis-à-vis des acteurs, des opérateurs. C'est normal, la puissance publique est là pour ça, pour fixer le cadre, mais ils ont beaucoup plus de latitude pour fixer un cahier des charges et un cadre qualitatif qu'au travers de la DSP. Alors, il nous reste 3 minutes. 1 minute chacun pour conclure. Je mets un chrono ou pas? Oui, exactement. Je serai intraitable. Non, alors je fais très vite. Ouais. Pour répondre juste à Luc Broussy qui dit vous inquiétez pas, en gros les EHPAD privés c'est un quart, donc on fait toute une histoire et tout. Et les crèches c'est pareil. En fait, il faut bien voir quand même comment ça impacte le reste. Je vous parlais tout à l'heure du prix des DSP en crèche qui se sont effondrés. Ça s'est effondré pourquoi? Parce qu'il y a des groupes privés qui ont dit attends, tu proposes à 6 000, moi je propose à 3. Et ils ont proposé à 3 parce qu'ils ont accepté de baisser leur niveau de marge parce que ça valorisait l'ensemble du groupe dans le cas d'une revente. Donc c'était pas grave s'il y avait quelques établissements dont le niveau de marge était plus faible. Et ils avaient des pratiques d'optimisation, contrairement aux assos, qui leur permettaient de faire ça. Il n'empêche que quand vous êtes une asso derrière et que vous postulez et que l'autre il a dit 3 000, bah vous êtes obligé vous aussi de vous aligner. Donc en fait, c'est peut-être un quart du marché, mais ça impacte tout le marché. Ça tire vers le bas. Ça tire vers le bas tout le marché. Il faut quand même voir ça. Dernière chose très courte, moi je pense qu'il y a une chose fondamentale dans ces secteurs, et pas des crèches, et je fais très court, mais je pense que c'est le plus important, c'est redonner le pouvoir, en gros, aux consommateurs. Entre 2 téléphones, je sais pas, iPhone et Samsung, vous pouvez globalement comparer et vous dire bah, moi je prends celui-là pour telle et telle raison. Dans les EHPAD comme dans les crèches, vous vous en rendez bien compte en discutant avec les familles, vous choisissez un EHPAD un peu en urgence, votre mère ou votre grand-mère vient de se casser la figure, elle sort d'hôpital, il faut la placer en EHPAD, etc. Et tout, c'est souvent dans l'urgence. Vous savez pas, mais personne ne sait choisir entre 2 EHPAD. Vous peut-être demandez des conseils à des potes, mais alors moi, depuis que j'ai sorti cette enquête, le nombre de personnes qui m'appellent « Ouais, Victor, t'as pas un EHPAD à nous conseiller ?» Bon, déjà, j'en ai pas à conseiller, mais la plupart du temps, vous ne savez pas comparer 2 EHPAD comme vous ne savez pas comparer 2 crèches. Moi, je plaide, c'est pas exactement mon boulot de journaliste, mais vous mettez un site internet avec tous les EHPAD de France et tous les crèches de France qui mettent leurs indicateurs de qualité, c'est obligatoire chaque année. Vous mettez nombre de personnel, c'est-à-dire ratio d'effectifs, taux de turnover. Est-ce que c'est la même directrice depuis 6 ans? Ou est-ce qu'il y en a eu 6 en 6 ans? Ce qui est très mauvais signe. Et turnover et coût repas journalier.
la bouffe, est-ce que cet EHPAD, il dépense 4 € ou il dépense 7 ? Bon, si vous avez ça, quand vous cherchez pour votre maman ou votre papa, vous choisissez, vous dites « Ok, je vais choisir celui-là ». Et donc, ça pousse tout le monde vers le haut, public, privé, comme associatif. Aujourd'hui, l'EHPAD n'a aucun intérêt stratégique à faire mieux que son voisin parce que ça ne va pas lui attirer plus de clients. Luc Broussy, faites 1 minute pour de vrai. Là, elle était un tout petit peu gonflée à l'hélium. 1 minute à la castanée, alors. 1 minute castanée, alors. Si vous voulez. Non, mais ça a été dit. Vous voyez bien déjà que le problème qu'on se posait au début, lucratif, non lucratif, ne se pose pas vraiment dans les mêmes termes dans les 3 sous-secteurs qu'on disait. Ce que dit Victor, il a évidemment raison, c'est de dire que dès lors qu'il y a une mode de tarification qui est de dire que je prends le moins 10 ans, celui qui prend le moins 10 ans, c'est la collectivité publique, le donneur d'ordre, qui veut le moins 10 ans, eh bien, on est dans la spirale qu'il vient de décrire. Quand on est dans le secteur sanitaire sur je prends ce qui gagne de l'argent, je prends pas ce qui j'ai pas d'obligation de service public, on est dans la logique que disait Jean-Marc. Bon. Dans les EHPAD, c'est un peu différent parce que je veux le redire, quand les journalistes m'interrogeaient au moment de l'affaire Orpea ou Dironto, les Fossoyeurs, je disais aux journalistes, mais comprenez bien une chose, jamais là en 2022, à l'époque, ce serait la même chose en 2025, l'état des EHPAD, qu'on les appelle des EHPAD ou maisons de retraite, n'ont jamais été aussi... Enfin, la situation qualitative des EHPAD n'a jamais été aussi excellente qu'en 2022. On n'est pas dans une dégradation, on est dans une amélioration continue de la qualité. Il faut quand même regarder ce que c'était que les maisons de retraite et les EHPAD il y a 10, 20, 30 ans. Les chambres à 6 lits, enfin voilà, tout ce qui a été fait par les opérateurs en général, et peut-être privés en particulier, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une hausse de la qualité, au contraire. Hausse de la surface des chambres, raréfaction des chambres à plusieurs lits. Donc c'est pas, oui, la dynamique n'a pas été la même dans les 3 secteurs qu'on est censé là traiter. Et j'en termine sur un dernier point, dans la minute Castanet, c'est que, on vient de le dire quand même, on va avoir, notamment sur la question des EHPAD, un mur démographique que tout le monde connaît. Alors pour le coup, comment dire, là, tout est prévisible. À partir de 2030, c'est une explosion des 85 ans et plus, et donc une explosion du nombre de nos concitoyens qui auront besoin d'un hébergement collectif aux personnes âgées en perte d'autonomie. Bon. Donc on va devoir multiplier, ça s'appellera EHPAD, habitat inclusif, enfin, comme vous voulez, il y aura une explosion nécessaire de l'offre. Voilà. Et c'est face à ça qu'il faut regarder. Il faut le planifier, il faut se dire, je crois que vous aviez le haut commissaire au plan ce matin, il faut absolument une étude qui dise combien de places on a et où. Alors. Et où, parce que, et c'est ma dernière phrase, c'est que effectivement l'autre inégalité, c'est que le marché va plutôt là où c'est solvable, et qu'ensuite on va se retrouver avec des territoires qui sinon seront uniquement avec des établissements à but non lucratif. Donc y compris d'ailleurs la répartition géographique de l'effort nécessaire devra être débattue avec les pouvoirs publics. Alors, vous poursuivrez le débat dans un instant, je suis sûr, en coulisses, mais en 1 minute, parce que c'est important de conclure et par respect pour l'excellente table ronde qui suit. Je vais essayer de tenir la minute. Oui, une vraie minute. Une vraie minute. En fait, il faut redonner le pouvoir de décision aux citoyens, à l'assuré social, aux contribuables. C'est-à-dire faire en sorte que ceux et celles pour qui tout cela est fait, ceux et celles par qui tout ça est financé, par les cotisations, par l'impôt, etc., puissent, à un moment donné, être partie prenante. Et qu'on puisse, dans les politiques publiques, dans la manière de les organiser, de les structurer, que ce soit au plan national, au niveau du Parlement et du gouvernement, ou au niveau local par les collectivités, on priorise l'humain plutôt que la privatisation des gains, la cohésion, la prévention, la protection, plutôt que le rendement des actions. Merci, vous avez tenu 1 minute. Jean-Marc Borrello, est-ce que vous voulez ajouter le mot de la fin avec une vraie poignée de secondes? Une vraie poignée de secondes, c'est que les pouvoirs publics aient les mêmes exigences envers tous et toutes les opérateurs, qu'ils contrôlent qu'on fait face aux exigences, et ensuite, lucratif, public, associatif, que chacun d'entre nous se débrouille et gagne, parce que c'est l'intérêt général qui sera gagnant à la fin et le citoyen qui sera décideur. Donc, globalement,
Vive la concurrence, sous réserve qu'on ne se batte pas avec une épée en bois face au privé lucratif. Et vive cette table ronde parce qu'elle a été passionnante et passionnée. Merci beaucoup à tous Merci. les quatre.